Merci d'écouter Beurre FM, il est midi. Midi 13h, à votre santé. Philippe Robichon sur Beurre FM. ABS, à votre santé, bonjour, bienvenue, ravi de démarrer la semaine avec vous. Et nous allons commencer cette semaine par lâcher prise avec mon invité Benoît Emenier, bonjour. Bonjour. Vous êtes le bienvenu sur Beurre FM. Merci. Tout vient à point à celui qui sait attendre. Ça fait longtemps que je vous attends, mais vous êtes là aujourd'hui. Je suis content de partager votre venue avec nos auditeurs et vous publiez Lâcher prise, sous-titré Comment se reconnecter à soi-même aux éditions Robert Laffont. Et je vous dois la punchline qui m'accompagne depuis plusieurs mois. Quand on essaye de nous faire rentrer les gens dans des moules, on finit par ressembler à des tartes. Ah oui, effectivement. C'est d'où ça? Oui, c'est une citation, c'est pas moi, c'est une citation que j'ai relevée. Anonyme, je sais pas quel est l'auteur de cette citation. Plus on essaye de rentrer dans le moule, plus on ressemble à une tarte. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a envie de faire rentrer tout le monde dans les moules. Hein. Oui, c'est plus facile de diriger, d'organiser les choses avec des robots qu'avec des êtres humains. Donc on a envie de robotiser les gens. Alors, accompagnateur, je vous ai demandé comment on définissait votre métier. Tout à l'heure, vous m'avez dit accompagnateur. À l'origine, vous êtes ingénieur des arts et métiers. Vous êtes manager, donc habitué à manager des équipes. Vous avez monté plusieurs entreprises, 9. Oui. Avec plus ou moins de succès. Oui, tout à fait. Mais finalement, les succès, ça fait partie de l'expérience. Absolument. Et on apprend souvent plus des succès que des échecs que des succès. Oui, on apprend des deux. Vous avez vécu en Chine, en Australie, en Tunisie. Vous parlez le français, l'anglais, le mandarin. Vous avez des notions d'arabe, d'espagnol, de portugais et d'allemand. Qu'est-ce que cette notion d'universalité finalement fait de vous de différent par rapport à quelqu'un d'autre? Ça fait de moi quelqu'un de conscient de la diversité, de la grande diversité qu'il y a chez les êtres humains. Et tout particulièrement de la diversité culturelle. Mais en même temps, derrière cette diversité, il y a une grande universalité de l'être humain. C'est que quelque part, on est tous pareils et il y a quelque chose qui nous rejoint et qui rejoint chacun d'entre nous, à travers lequel on se rejoint, c'est l'essence de la vie, l'essence de l'humanité. Et cette essence qui se manifeste de façon diverse avec chacun prend forme selon les endroits où l'on vit, selon les cultures, selon les langues que l'on parle de façon différente. Le seul défi même de notre vie, c'est d'être ce que nous sommes. Pourquoi les gens ne sont pas ce qu'ils sont? Pourquoi ça serait un défi? C'est un défi parce que non, les gens ne sont pas ce qu'ils sont. Tout le monde aspire à être ce que l'on est. Dans une essence profonde qui est quelque chose d'indéfinissable. Alors on pourrait parler, si on aborde la question d'un point de vue scientifique, le code génétique, ce que l'on est génétiquement, ou d'un point de vue plus spirituel, ce que l'on est au niveau de son âme. Mais chacun est ce qu'il est dans ce que moi j'appelle l'essence profonde de ce que l'on est. Et c'est la façon dont on manifeste cette essence profonde varie justement en fonction de l'environnement dans lequel on est, en fonction de sa culture, son pays, son histoire, les blessures que l'on a, les héritages que l'on porte et les conditionnements qu'on va avoir. Et finalement, tout ça fait qu'on se construit. Et la façon dont on se construit ne nous laisse pas forcément manifester de façon authentique ce que l'on est dans cette essence. Pour ne pas dire la plupart du temps ne nous laisse pas le manifester. La vie est un voyage, pas une destination. Absolument. La destination n'existe pas. La seule chose qui existe, c'est l'instant présent. On n'est jamais sûr d'atteindre la destination. Par contre, on est ici et maintenant et on va vers quelque chose. Mais la seule chose qui existe, c'est le voyage. C'est comment on y va. Qu'est-ce qui, en décembre 2012, vous fait vous interroger sur le sens de la vie? Je vis une expérience de lâcher prise totale en décembre 2012. J'ai vécu quelque chose d'un peu insolite et extraordinaire, dans lequel j'ai lâché prise sur toutes les croyances, sur l'image, sur le statut, le rôle, sur l'identité, tous les points de repère qui fait que on donne du sens à sa vie. Et contrairement à devenir quelque chose à devenir rien, c'est comme si là, dans ce lâcher prise total, j'ai expérimenté une connexion au tout.
Et c'était quelque chose d'assez incroyable. Vous dites spectaculaire. Spectaculaire, oui. Ça ressemble. Je sais pas expliquer ce que j'ai vécu. La conséquence, c'est que ça a transformé ma façon d'apprendre les choses. Avant, ingénieur, donc très rationnel, problème, solution, analyse. Et le mental prédominait dans ma façon de gérer les choses de la vie, de gérer ma vie. Après, le mental s'est placé à un autre niveau. C'est comme si ça m'a fait voir que la vie n'est pas la représentation ou la conception que je m'en fais. La vie, c'est autre chose que l'image ou l'idée que je me fais de la vie. C'est quelque chose d'impalpable qui appartient à l'expérience de l'instant présent. Et cette expérience m'a fait pas comprendre, pas prendre conscience, mais vivre ça. Et quand mais vous l'avez su tout de suite que, alors, vous avez mis des mots sur ce qui se passait, sur les secousses qui commençaient justement à arriver? Pas vraiment. J'ai pas vraiment mis de mots. Non, j'ai. C'est après que vous vous êtes dit, c'est à ce moment-là que j'ai lâché prise? En fait, c'est les mots que j'ai mis, c'est pas vraiment des mots que j'ai mis, c'est comment j'ai appréhendé les choses après. Et ça a changé ma façon de donner du sens, en fait. Et c'était plus une question de ressentir ce que je vivais et d'écouter comment je me sens et de prendre des décisions non pas par rapport à ce que j'en comprends, mais par rapport à ce que j'en ressentais. On va essayer de comprendre et d'expliquer à ceux qui nous écoutent ce que c'est qu'une expérience de lâcher prise. Oui, alors justement alors je sais pas si ça peut être concret. Alors ça peut pas être concret. Voilà. Par contre, ce qui peut être concret, alors, juste pour préciser, j'ai lu des livres après pour comprendre un peu ce qui se passait, et ce que j'ai vécu, ça s'apparente à les expériences de mort imminente, c'est-à-dire de ressentir une connexion à l'univers, une connexion au tout, de ressentir, d'avoir l'impression d'avoir une connaissance universelle, une conscience universelle, d'être en totale sécurité, d'avoir une sensation d'amour universel. Voilà, ça c'est quelque chose, si on pouvait décrire ça, on peut le décrire comme ça. Maintenant, la façon dont ça a changé les choses après, c'est la répercussion que ça a eu sur votre vie. Ça a eu des répercussions sur ma vie, sur ma façon de vivre ma vie, mon travail, ma pratique professionnelle. Comment répondre à une question? Alors tout le monde peut faire l'exercice, y compris ceux qui écoutent, c'est savoir qui êtes-vous. Comment est-ce qu'on répond à cette question? Si on demande, tiens, Dider qui réalise l'émission, qui es-tu? Comment est-ce qu'on répond à cette question? On a plusieurs façons de répondre à cette question. On peut répondre justement par rapport à l'idée qu'on se fait de soi, au rôle qu'on a, à l'image qu'on veut donner ou que l'on a. Qui suis-je? Qui suis-je? Moi, j'ai pas de réponse à ça en fait. La réponse à ça n'est pas une réponse articulée, conceptuelle. La réponse à qui suis-je, c'est je suis. Je suis ce que je suis. Mais c'est pas si simple que ça. C'est pas si simple que ça. En fait, poser cette question appelle une réponse articulée mentale, mais il n'y a pas de réponse articulée mentale à cette question. Il n'y a qu'une réponse expérientielle. Il n'y a qu'une réponse qui se manifeste dans le vivant et la façon dont on va vivre ce que l'on est. Mais si j'ai bien compris votre livre, finalement, on peut être quelqu'un qu'on n'est pas. C'est-à-dire qu'on peut vivre une vie ou faire des choses qui ne sont pas nous. Qui ne nous correspondent pas profondément. Tout à fait, on met des masques. Dans ce cas-là, on n'est pas aligné. On n'est pas aligné à cette essence profonde, on n'est pas aligné à ce que l'on est profondément. Et on va mettre des masques. On va mettre des costumes qui ne nous correspondent pas. On peut le métier. C'est intéressant. Développer les masques, puisque vous dites que chacun dans le monde dans lequel on vit, chacun porte un masque, un costume. Oui. Alors je parle de l'ego. On a la définition que je donne de l'ego, c'est une interface entre ce qu'on est à l'intérieur et ce qu'on est à l'extérieur. C'est une interface à la fois d'image et de conception de soi. Et donc, vous dites que c'est une protection aussi. Alors, l'ego peut fonctionner en mode protection,
Hein. Et justement, quand on va être en mode protection, on va mettre des masques. C'est qu'on va vouloir montrer aux autres quelque chose pour que ça nous protège de leur réaction ou de la façon dont ils vont interagir avec nous. C'est là qu'on va mettre des masques. Et ces masques égo-protection, finalement, nous protègent peut-être de quelque chose, d'un danger extérieur, mais en fait, ça nous enferme à l'intérieur. Et ça nous empêche d'être ce que l'on est. Alors c'est quoi un masque? Donnez un exemple de ce que c'est qu'un masque. Un masque, c'est par exemple de se montrer fort et solide, sans émotion, alors qu'à l'intérieur, on a peur, on est triste et on a mal. Ça, c'est un masque. Ça, c'est un masque. Ouais. Voilà. Et donc le masque a pour but de laisser croire aux autres qu'on est ça, c'est ça. C'est de laisser croire aux autres que on est fort pour ne pas se montrer vulnérable. Mais en fait, à l'intérieur, on est vulnérable. Par exemple, dans les relations hommes-femmes, on va pas vouloir dire certaines choses ou on va vouloir montrer certaines choses pour faire croire que l'on est quelqu'un d'autre, parce qu'on s'imagine que les autres vont nous accepter davantage s'ils nous croient comme ça. Alors que finalement, donc c'est faire croire qu'on est quelqu'un d'autre, parce que c'est finalement le personnage dont on pense que les autres nous aimeront plus comme ça. Nous aimerons plus comme ça, nous ne nous attaquerons pas, nous accepterons. Oui, c'est comme ça. Donc on joue ce rôle. Et quel est le problème alors finalement si on joue ce rôle-là? Le problème c'est que on va manifester, on va être quelqu'un d'autre. On met un masque, on met le masque de quelqu'un qui est fort dans une situation où on se sent vulnérable, et ça crée une tension intérieure, ça crée une tension interne, ça crée une distance à l'intérieur. Ça fait que on manifeste, on vit quelque chose qui n'est pas nous. Plus la distance entre ce que l'on vit et ce que l'on est grande, plus ça crée de la tension. Et cette tension va se manifester par les émotions, cette tension va se manifester par des troubles physiques, de santé d'ailleurs. Et en fait, tous les inconforts que l'on vit dans la vie, que ce soit émotionnel, physique, les accidents de vie, sont comme des signaux sur le tableau de bord de notre vie pour nous alerter qu'il y a quelque chose qui joue pas, de façon synthétique, pour nous dire, là, il y a quelque chose qui est loin de ce que l'on est, qui est loin de ce que je suis. Et ça nous invite à nous rapprocher de nous-mêmes. Et pour nous rapprocher de nous-mêmes, c'est lâcher prise sur ce à quoi on est attaché, qui n'est pas nous, les masques, entre autres. Voilà, si on perd 3 fois ses clés dans la semaine, ça fait beaucoup. Bon, ça fait des frais de serrurerie. Oui. Si on perd 3 fois ses clés dans la semaine, on peut se poser les questions. Tiens, qu'est-ce qui se passe par rapport à mon appartement? Est-ce que mon lieu de vie, c'est un endroit qui me correspond? Est-ce que je suis amené à reconsidérer ça? Ou alors sur un tout autre registre, est-ce que les clés avec lesquelles je suis en train de diriger ma vie sont-elles les bonnes clés? Est-ce que je dois pas changer de clé de façon un peu plus symbolique? En fait, on peut partir sur plein de directions par rapport aux hypothèses possibles. Et ce ne sont pas les hypothèses qui comptent, c'est par rapport aux hypothèses, comment ça résonne avec mon vivant, avec ce que je vis ici et maintenant. Et c'est pas l'analyse qu'on va faire des choses, le pourquoi et comment, essayer de comprendre la chaîne de cause à effet. C'est toujours par rapport à ce que je vis ici et maintenant, comment ça résonne, comment ça me parle, comment ça me bouscule, qu'est-ce que ça m'invite à voir, qu'est-ce que ça m'invite à mettre en lumière. Benoît Aymonier est ici et maintenant sur Beurre FM et il est notre invité jusqu'à 13h. Midi 13h, à votre santé. À votre santé. Philippe Robichon sur Beurre FM. Benoît Aymonier est notre invité aujourd'hui. Alors, je rappelle, Benoît Aymonier, que vous publiez Lâcher prise, sous-titré Comment se reconnecter à soi-même, aux éditions Robert Laffont. Il vous arrive d'accompagner, de coacher des managers, des chefs d'entreprise ou des particuliers. Oui. Les accompagner dans les transformations, dans les challenges, les changements auxquels ils sont confrontés, auxquels ils sont invités dans la vie. Alors on l'a vu, le lâcher prise, c'est un processus. On devait définir ce que c'est un lâcher prise. Est-ce que ça veut dire qu'on va devenir passif
et que tout ce qui va se passer va nous glisser dessus, on s'en moque. Est-ce que c'est ça le lâcher prise? Non, c'est pas ça. C'est compliqué, c'est difficile à définir le lâcher prise parce que finalement c'est une non-action. On peut définir le lâcher prise à partir du moment où on peut identifier ce à quoi on est attaché. Si on définit le lâcher prise comme étant de la simple passivité et puis on se fout de tout. Non, pas se foutre de tout, mais dire bon, de toute façon, ça glisse sur moi, ça n'a plus d'importance. Ouais, ça j'y crois pas. On peut faire un petit réglage intellectuel en disant allez, j'accepte et puis c'est pas grave, je fais pas attention. Si au fond de nous ça nous touche et c'est quelque chose qui est pas ok profondément, le réglage il va peut-être être efficace momentanément, mais au bout d'un certain temps ça remonte à la surface. L'acceptation, les réglages mentaux pour lâcher prise ne fonctionnent pas parce qu'en fait dans quelles circonstances on est amené à lâcher prise? Dans des circonstances où il y a un inconfort, il y a quelque chose qui ne nous convient pas. S'il y a quelque chose qui ne nous convient pas, c'est pas par hasard. Il y a une invitation quelque part. Quand on est, ce que je dis, les projecteurs à l'extérieur, en train d'essayer de gérer les choses, les gens, les circonstances, et qu'on essaie de faire des réglages en surface, on va être attaché à essayer de contrôler les choses, mais des fois, la vie ne nous invite pas à faire des réglages en surface. Je dirais pas des fois, je dirais tout le temps. Elle nous invite à faire des réglages en profondeur à l'intérieur. Donc, il convient souvent de lâcher prise sur le besoin de contrôle et de changer les choses à l'extérieur, et puis de mettre les projecteurs à l'intérieur et de faire des réglages et des transformations, des alignements à l'intérieur et des repositionnements par rapport à ce que l'on est profondément. Voilà, vouloir contrôler les choses, c'est pas du lâcher prise, finalement. Non. Justement, des fois, on a besoin de lâcher prise parce que tout au carré. On est en besoin de contrôle. Toujours pro, très pro. Ouais, toujours. Le besoin de contrôle. Derrière le besoin de contrôle, il y a quoi? Il y a un besoin de sécurité, un besoin de sécurisation. Si on veut lâcher prise, on tire le fil. Mais finalement, je veux contrôler pour sécuriser quoi? C'est quoi le danger? J'ai peur de quoi? Et là, on met en lumière soit quelque chose d'essentiel qui nous correspond profondément, et là on lâche pas prise, on reste, on continue à se positionner, à réaffirmer. Par contre, si on met en lumière quelque chose qui ne nous correspond pas, une peur et un masque qu'on met pour se protéger de cette peur, par rapport à cette peur, là l'aventure, la vie nous invite à lâcher ce masque, à accepter cette vulnérabilité pour lâcher prise sur ce que nous ne sommes pas pour nous laisser être ce que nous sommes. Mais quand on porte un masque, est-ce qu'on finit, Benoît Meunier, par s'identifier au masque qu'on porte? Ça, c'est le plus grand danger. Quand on s'identifie à l'idée qu'on se fait de soi-même, quand on est attaqué sur cette image, c'est comme si on était attaqué dans son essence. Et on va défendre bec et ongle cette image. Et ça peut amener des drames. Quand on est totalement identifié à sa croyance, ça peut arriver à des dérives terribles. Alors qu'est-ce qu'on appelle les croyances? Le système de croyances d'ailleurs. Les croyances, c'est la conception qu'on va avoir des choses, c'est la conception qu'on va avoir de soi, c'est la conception qu'on va avoir du monde, de sa place qu'on a dans le monde, de son interaction avec les autres, la conception qu'on a des autres. Et c'est comme ça, et on réagit toujours par rapport à ça, finalement, à ces croyances, à notre système de croyances. Alors, quand on est identifié à nos croyances, on réagit par rapport à nos systèmes de croyances. Quand quelque chose vient challenger notre croyance, soit on l'ignore, et on la rejette, on est aveugle et sourd à ce qui la challenge, soit on la transforme pour que ça rentre dans le cadre de nos croyances, soit on l'attaque. On va se défendre contre elle, on va vouloir la détruire, parce que ça vient nous créer un tel inconfort en nous, ça vient presque nous dire que on n'existe pas ou on est faux, que là il peut y avoir des réactions violentes. Donc laissons tomber les masques, c'est ça? Oui, tous les masques. Et je dirais même, soyons vigilants à nos croyances et aux masques que nous portons, parce que nos croyances et nos masques ne sont pas ce que nous sommes. Mais ils sont là pour nous protéger. Donc, si finalement ils nous protègent, ils sont utiles. Ils sont utiles à quoi? Nous protéger. De quoi?
Ça, c'est la vraie question. Quand je porte un masque, je me protège de quoi? Je me protège du regard de l'autre, qu'il va me trouver ridicule. Il va me trouver inadapté, il va me trouver mauvais, méchant, et je me protège du jugement des autres. Quand on est ce que l'on est, quand on est connecté à l'essence de ce que l'on est profondément, on n'a rien à prouver. On est ce que l'on est. Il n'y a pas à le défendre. On a une place dans l'univers. On existe déjà. On n'a pas à défendre son existence. On est vivant. On vit dans le monde. Il y a une sécurité totale quand on est connecté à ça. Et donc, on n'a pas besoin de masque pour se défendre. On ne se défend que par rapport aux autres. Si on se définit par rapport aux autres, quand on se définit par rapport à soi... Mais on se définit toujours par rapport aux autres. Et vous le savez, vous l'expliquez très bien dans votre livre, finalement, on se définit par rapport à sa famille, par rapport à sa culture, par rapport à sa nationalité, par rapport à son club de foot, enfin par rapport à ses collègues de bureau. Donc on est toujours en train de se définir par rapport aux autres. Alors, on vit beaucoup, oui, pour les autres, à travers les autres. C'est une chose de vivre en interaction avec les autres et de se définir ou de donner du sens à son existence par rapport aux autres. En fait, on interagit avec les autres et de l'interaction avec les autres, ça va me permettre de mettre en lumière la façon dont je suis architecturé, la façon dont je vis et la distance entre ce que je vis et ce que je manifeste et ce que je suis. On ne se définit pas par rapport aux autres, mais l'interaction avec les autres me permet de mettre en lumière et de me rapprocher de ce que je suis. Vous connaissez chez nous ça se fait pas. Ou alors chez nous on fait pas ça, on fait pas comme ça. Ouais. Ça existe. Ah ben oui, bien sûr, ça existe. C'est terrible. Chez nous, ça se fait pas du siècle dernier, n'est pas le même. Chez nous, ça ne se fait pas d'aujourd'hui. Ça sera probablement différent dans un siècle. Et c'est pas le même en Chine, en Australie, en France ou au Maghreb. Chez nous, ça se fait pas. Ce sont les règles, les conditionnements familiaux, sociaux, culturels. Mais c'est notre éducation. C'est ce que j'appelle moi la colonne vertébrale, d'une certaine façon. Ah ben c'est là qu'il peut y avoir un débat. Notre colonne vertébrale, c'est quoi? C'est notre éducation ou c'est quelque chose d'un peu plus subtil qui appartient au vivant et à cette essence qui est indéfinissable? Ça peut être les valeurs qu'on vous a transmises, ça peut être, vous voyez, l'héritage familial. Oui. Bien, quand cet héritage familial est aligné avec l'essence profonde que l'on est, quand l'héritage culturel, social, religieux est aligné avec l'essence profonde de ce que l'on est, eh bien, on se sent bien et on se sent en harmonie, en lien avec son environnement, avec ce qui est essentiel chez les autres. On est en lien avec l'essentiel qu'est chez soi. On est en harmonie avec son essentiel et naturellement, on va être en harmonie avec ce qui est essentiel chez tout ce qui vit, chez tous les êtres humains. Quand cet environnement et cette éducation, cette colonne vertébrale est décalée, désaligné par rapport à ce que l'on est profondément, à un moment ou à un autre, il y a un malaise, il y a un mal-être qui se manifeste. Parce qu'on est en train de vivre autre chose que ce que l'on est. Et les croyances, les valeurs, les principes, il y en a qui vont être alignés et qui vont nous correspondre, et il y en a qui ne vont pas être alignés et qui ne vont pas nous correspondre, pire, qui vont être un frein à exprimer, à manifester ce que l'on est profondément. Ouais. Et comment est-ce qu'on distingue finalement ce qui relève de nous, de ce que nous sommes, et de ce qui n'en relève pas? Comment on le sait? Si on l'a toujours fait comme ça et que ça c'est là aussi on s'est adapté. C'est une très bonne question. Comment on sait? Eh bien, en tout cas, on ne le sait pas a priori avec son intelligence. On le sait avant tout avec son cœur, avec son corps, avec ce que l'on va ressentir de ce que l'on est en train de vivre. Et de ce que l'on ressent de façon basique. Je suis confortable, je suis pas confortable. Je suis confortable, a priori, ça va, c'est bien, ça me correspond. Et je suis pas confortable, il y a quelque chose qui joue pas. C'est à partir de mes ressentis. Qu'est-ce que vous appelez confortable? Confortable, c'est je me sens bien, je me sens en sécurité, je me sens serein, pas en sécurité, plutôt serein. C'est je me sens en paix, je me sens joyeux, je me sens en énergie. Ça va être confortable. Je me sens en harmonie. Pas confortable, c'est je me sens énervé, je me sens angoissé, je me sens triste, je me sens malade, j'ai mal quelque part.
Mais les gens peuvent mettre des années avant de réaliser, de faire un lien entre ce qu'ils ressentent et le fait de pas être confortable avec quelque chose. Ils vont mettre des années, d'autant plus que le lien, ils vont pas le chercher. Qu'est-ce que font la plupart des gens quand ils se sentent pas bien? Ils s'occupent du symptôme et ils vont acheter quelque chose. Ils vont acheter quelque chose, ils vont prendre un cachet ou ils vont essayer d'anesthésier l'inconfort avec des médicaments, avec des drogues, avec l'alcool, avec le travail, avec toutes sortes d'addictions. Donc en fait, on fait tout pour ne pas se poser les questions, pour ne pas mettre les projecteurs à l'intérieur. Ou alors, on va vivre l'inconfort et on va l'évacuer avec la colère, on va être violent avec les gens, on va... C'est-à-dire que quelqu'un qui se met en colère trop souvent, c'est un signe. Quelqu'un qui se met en colère, c'est un signe déjà. Même la première colère, même le petit agacement est déjà un signe. Tout est un signe. Et tout est un signe non pas à prendre en compte avec le mental qui va analyser les choses, mais tout est un signe à prendre en compte avec la présence que je dois intensifier vis-à-vis de moi-même. Dans ce que je suis en train de vivre là, c'est en train de m'inviter à mettre en lumière quelque chose en moi. Et c'est en train de m'inviter à m'aligner à quelque chose qui est essentiel parce que l'inconfort est en train de me dire que je suis aligné à quelque chose qui ne correspond pas à cet essentiel. Donc, bien sûr, alors quand c'est des colères multiples, quand c'est plus, il y a les signaux faibles, les signaux moyens et les signaux forts. On va se voir s'occuper des signaux forts quand on n'a pas pris en compte les signaux moyens. Et on va s'occuper des signaux moyens quand on n'a pas pris en compte les signaux faibles. Par exemple, le voyant On est sur notre tableau de bord, là. Tableau de bord. On revient à la mécanique. La mécanique, ça c'est de façon simple. Le voyant de température du moteur s'allume. C'est un signal faible, mais ça nous dit attention. Donc, si on s'occupe pas de ce signal, et si on est quand même embêté, et qu'on se dit ça m'embête cette lumière, on enlève l'ampoule, ça va pas réduire la température. Là, on continue à avancer. Le prochain signal, c'est la fumée qui sort du capot. On continue à avancer. Le prochain signal, c'est la voiture qui s'arrête, ou c'est le moteur qui explose. Donc il y a le signal faible, il y a le signal moyen, il y a le signal fort. Quand on a un signal fort, c'est qu'on n'a pas entendu les autres signaux qui étaient plus faibles. Et c'est pas trop tard, mais en tout cas c'est plus cher à réparer. Ah bah oui, la voiture, oui, là. C'est plus cher à réparer, mais dans tous les cas, il y a un cadeau derrière. Toutes les difficultés de vie sont, même les plus dramatiques, sont des appels à la vie, sont des appels à être recentrés sur ce qui est essentiel dans la vie. Et ce qui est essentiel dans la vie, c'est tout simple, c'est d'être ce que l'on est, c'est de vivre sa vie. Facile à dire, mon bon monsieur. Bon. En tout cas, vous pouvez dire lâcher prise, que ça vous aidera déjà à vous poser des questions et peut-être à identifier certains signaux. C'est un livre de mécanique, vous l'avez compris ce matin. Aux éditions Robert Laffont et Benoît Aymonier est avec nous jusqu'à 13h. Midi 13h, à votre santé. À votre santé. Philippe Robichon sur Beurre FM. Lâcher prise. On en parle le lundi, comme ça on a toute la semaine pour y penser et après pour l'appliquer, puisque votre livre, le livre de mon invité Benoît Aymonier est un livre d'exercice. Oui, il y a une invitation à exercer. Chaque chapitre, il y a sa grille d'exercice. Oui, il y a des fiches pratiques, c'est vrai. Plus ou moins faciles d'ailleurs. Avec des questions beaucoup plus faciles, plus ou moins faciles à répondre. Donc on dit que c'est un livre de mécanique. Ça marche pour les enfants aussi, puisque c'est une question qui vient d'arriver. Oui, ça marche pour tout le monde. Il n'y a pas de distinction. Même les enfants ont des challenges d'acceptation, de reconnaissance, d'être soi-même. Et puis parfois l'environnement n'est pas favorable, donc on essaye d'être quelque chose qui va être un compromis entre ce que l'on ressent profondément et puis ce qu'on imagine acceptable par rapport à l'environnement. Bien sûr, les enfants sont concernés. Alors comment se libérer des protections qui nous protègent, en tout cas dont on croit qu'elles nous protègent, pour être soi-même, c'est ça la finalité. Une protection n'est pas là par hasard. Elle a une raison d'être qui peut être multiple. On peut protéger la peur de souffrir, et cette peur de souffrir peut être enracinée dans une expérience de vie où on a été blessé. Et donc, par rapport à cette blessure,
on développe des stratégies pour ne pas se retrouver dans une situation à vivre cette souffrance, et donc on va développer des protections. Il y a des grandes blessures de la vie, le rejet, l'humiliation, l'abandon. Et par rapport, donc ça c'est une des raisons pour lesquelles on va se protéger. Il y a d'autres raisons. On peut se protéger par conditionnement, parce que notre éducation nous a dit ce type de personnes ou cette façon de faire ou ces endroits sont dangereux. Protège-toi. Et il peut y avoir du racisme qui prend naissance dans l'éducation et dans la culture, dans l'environnement culturel. Et donc on hérite par conditionnement de peur, et on va développer des protections. Et puis on peut aussi hériter, là non pas par environnement, par l'éducation et l'environnement culturel, on peut hériter par nos parents. C'est comme si c'est transgénérationnel de mécanismes, de blessures qui font que on va de façon presque innée, acquise en quelque sorte, se protéger de quelque chose, mais qui ne correspond pas à du vécu. Donc là aussi, on est beaucoup de nos parents dans la façon qu'on a d'être. On est beaucoup de nos parents, on est beaucoup de nos grands-parents, de notre environnement, on hérite. Par exemple, les gens qui ont vécu pendant la guerre, donc mes parents ont vécu pendant la guerre, ils ont vécu dans leur chair des peurs, des traumatismes, du manque, et la génération juste après a hérité aussi de cette peur de manquer. Par exemple, moi, j'ai pu identifier que on est d'une fratrie de 5, et quand on servait à manger, on n'a jamais manqué de rien. Mais quand on servait à table, la première chose qu'on faisait, c'est d'aller finir ce qui restait dans le plat avant de commencer son assiette. J'ai jamais manqué de rien, et pourtant il y a quelque chose, j'ai peur de manquer. Mais ça vient pas de moi, j'ai jamais manqué de rien. Mais mes parents ont manqué. Mes parents, pendant la guerre, ils ont eu faim. Donc là, il y a aussi un travail de guérison ou de se libérer de ça. Et c'est un travail qui se fait soit au niveau de des générations au-dessus, mais quand ils le font pas au-dessus, c'est les générations d'en dessous qui le font. D'ailleurs, j'ai vu récemment un témoignage scientifique, une découverte scientifique, comme quoi il y avait des marqueurs génétiques sur les blessures, et que c'était les générations N-1, N-2, on retrouvait des marqueurs, et il prenait l'exemple d'un inceste, d'une femme qui était violée par son grand-père et par son père, et c'est la personne qui est née de ça, qui avait le marqueur le plus fort génétiquement au niveau du traumatisme. Donc on hérite vraiment de quelque chose de génération en génération. Et on le transmet, voilà. Donc on le transmet. Et on transmet ses blessures, c'est ça que ça veut dire. On transmet ses blessures. Et c'est à chacun de guérir ses blessures. Alors, je sais pas si l'exemple correspond à ce que je disais juste avant, mais... Oui, N-1, N+2, bon bref. Bon. On a la petite fille, on a le grand-père, la fille et la petite fille. Oui. Il est très fréquent, dites-vous, de se retrouver confronté aux mêmes problématiques dans des environnements différents jusqu'au jour où nous prenons conscience que nous sommes co-acteurs et que nous générons ces problématiques. C'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que on fait face à des difficultés, et en gardant les projecteurs à l'extérieur, on rend responsables les autres ou les circonstances de nos difficultés. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on change d'environnement, on change de job, on change de lieu de vie, et puis on se retrouve dans un nouvel environnement et on refait face aux mêmes difficultés. Jusqu'au jour où on va se rendre compte que le problème ne vient pas des gens ou des circonstances extérieures, c'est que on a une responsabilité à la création de ce problème. Et on va mettre les projecteurs à l'intérieur, va nous permettre d'identifier les vraies causes profondes et d'entamer une transformation, un changement, une guérison, et du coup de se libérer de ces difficultés. Mais encore une fois, vous venez de dire, il faut braquer les projecteurs à l'intérieur, parce que si on ne le fait pas, on rendra toujours les autres responsables de ce qui nous arrive. Absolument. Ça implique de regarder, de se remettre en question. Et de prendre sa part de responsabilité.
Ce qui parfois est très difficile, hein, ce qui parfois est inaccessible jusqu'à ce que ça soit tellement insupportable qu'on on se remet en question. Et des fois, on est tellement en besoin de sécurité pour sa place et son existence, donc ça passe par j'ai raison. Et je me conforte dans ma façon de voir et dans le fait que j'ai raison, on n'est pas capable de se remettre en question. Mais et quand on est dans cette situation-là, la vie va nous faire vivre un séisme qui va nous obliger à un moment donné à regarder à l'intérieur et à nous remettre en question, à prendre notre responsabilité. C'est inéluctable, c'est-à-dire qu'il y a toujours un moment où on est amené à braquer le projecteur à l'intérieur de soi. Ça, c'est mon expérience de vie, oui, c'est inéluctable. Parce que tout dans la vie nous ramène à nous-mêmes. Pas à nous-mêmes de façon égocentrique, mais à nous-mêmes dans ce qu'il y a de plus essentiel dans la vie. On l'a vu tout à l'heure, nous-mêmes de façon égocentrique, c'est un nous-mêmes qui porte des masques pour se protéger. Oui. En gros. Oui. Eh ben, donc ça nous ramène à nous regarder soi-même. Et dans se regarder soi-même, c'est effectivement mettre en lumière les masques qu'on va porter. Mais quand on est trop vers l'extérieur, on regarde les masques des autres et on pointe du doigt les autres, mais on se regarde pas soi-même. Mais tout dans la vie nous ramène à nous regarder. Bon, alors comment on fait? Donnez-nous des exercices finalement. Là, c'est lundi. Comment est-ce qu'on fait pour se regarder à l'intérieur de soi? On intensifie la présence à soi. On est vigilant aux signaux de la vie. On est vigilant à la façon dont on vit les choses. Et la présence à soi, ça passe par comment je me sens. Qu'est-ce que j'ai dans mon cœur? Comment je le vis émotionnellement? Je suis triste, je suis en colère, j'ai peur. Si j'ai peur de quoi? C'est quoi le danger? Si je suis en colère, la colère, ça, c'est la caractéristique. Il y a un obstacle qui nous empêche d'accéder à quelque chose. Si je suis en colère, qu'est-ce qu'il y a derrière l'obstacle? J'ai besoin de quoi? Ce qu'il y a derrière l'obstacle va m'apporter quoi? Me nourrir en quoi? Si on reste sur la colère et qu'on s'occupe que de l'obstacle, on va mettre toute son énergie pour essayer de le contourner ou de le détruire, sans se remettre en question. La vraie question, derrière ma colère, c'est pourquoi ça me touche et de quoi j'ai besoin. Ça, c'est par rapport aux émotions qui sont très précieuses. Des émotions, tableau de bord sur le signal, indicateur sur le tableau de bord de notre vie. Et puis, c'est sensible, présent aux signaux physiques aussi de ma santé, comment je me sens dans mon corps, comment je me sens dans ma santé, dans mon énergie. Là aussi, ce qui n'a pas été pris en compte au niveau émotionnel va après être pris en compte au niveau physique, comme dans la voiture. Si je prends pas en compte le signal du tableau de bord, c'est le moteur qui fait des ratés. Donc, je fais le parallèle. Si je prends pas en compte mes émotions, c'est mon corps qui va me le signaler. Ouais, mais il faut les identifier, les émotions. Ça s'apprend. Tout le monde ne sait pas les identifier, les émotions. Oui, je dirais même que on est parfois des illettrés émotionnels. Là, c'est une grande carence de notre système éducatif. On nous apprend des tas de choses, du savoir, des connaissances, mais en ce qui concerne la connaissance de soi, il y a des carences phénoménales. Et les émotions devraient être enseignées à l'école. Et effectivement, les compétences émotionnelles, c'est de pouvoir les identifier, ensuite de pouvoir les exprimer, mettre le bon mot, et même culturellement, il y a des freins à ça. Un homme va dire non, j'ai pas peur, donc il va plutôt montrer de la colère, alors que au fond de lui il a peur, ou il va pas montrer qu'il est triste. Ça c'est pas acceptable culturellement. Alors qu'une fille, c'est ok d'être triste, on peut pleurer. Par contre, une fille qui est en colère, c'est un peu moins acceptable. Donc finalement, on va essayer de masquer ses émotions. Une mère qui est triste et l'enfant qui lui, on a tous cette capacité de ressentir, cette empathie, tout le monde l'a, on le ressent. Mettre des mots, c'est différent. Et quand une mère est triste et que son enfant lui demande « Maman, qu'est-ce que t'as ?» parce qu'il sent bien qu'il y a quelque chose qui va pas et que la mère dit « Maman est fatiguée », bien, on va mettre le mot fatigué à quelque chose que lui, il va ressentir comme étant de la tristesse. C'est comme si on montre, il y a une table et puis l'enfant il dit qu'est-ce que c'est maman, et la maman elle dit ça c'est une commode. C'est pas une commode, c'est une table. Et on est éduqué comme ça, et c'est pour ça qu'on devient des illettrés émotionnels. La notion d'alignement dont on parlait tout à l'heure, alors on commence à l'entendre, hein, je suis aligné avec moi-même. Alors ça veut dire quoi d'être aligné avec soi-même?
C'est se tenir droit. Non, non, pas se tenir droit. C'est pas une question de posture. Aligné avec soi-même, c'est être en lien avec ce qu'on identifie comme étant essentiel pour soi, profondément essentiel. C'est quoi l'essentiel pour soi? Eh bien, c'est quelque chose qui ne se définit pas, et c'est quelque chose que chacun peut savoir pour lui, et on ne peut pas le savoir pour les autres. Et c'est quelque chose qui peut s'identifier par l'expérience de la vie, par rapport à ce que je ressens. Et qu'est-ce qui est essentiel pour vous, alors? Ce qui est essentiel pour moi, c'est d'être ce que je suis. C'est très simple. Je reviens sur cette simplicité, c'est de vivre la vie en lien avec ce que je ressens ici et maintenant. Bas les masques. Bas les masques, oui. Comme disait Mireille Dumas, qui avait raison. Donc voilà, on va essayer d'être ce que nous sommes. Oui. C'est l'aventure de la vie, en fait. Être ce que nous sommes. Et ça commence à bugger quand on essaye d'être autre chose que ce que l'on est. Et quand on construit une image de ce que l'on est qui est trop éloignée de ce que l'on est vraiment, profondément. Et ce que vous nous avez dit ce matin, c'est que ça ne peut pas durer, un jour ou l'autre, ça craque. Un jour ou l'autre, ça craque. Et la réussite sociale, la réussite matérielle, la réussite de surface n'est pas garante de réussite de vie. Et j'ai parmi des clients des gens qui ont réussi brillamment sur tous les plans et qui sont enviés par la plupart des gens, mais qui vivent un mal-être et un malaise intérieur qui est terrible. Et qui est d'autant plus terrible que finalement on a tout réussi à l'extérieur. Et malgré toute la réussite à l'extérieur, le malheur est ressenti à l'intérieur. Donc c'est presque encore plus déprimant. Je vais citer Dalida. Je peux? Oui. Dalida qui disait « J'ai réussi dans la vie, mais je n'ai pas réussi ma vie ». C'est ça. Exactement. C'est ça. Elle était lucide d'ailleurs. Ouais. Et elle s'est suicidée. En tout cas, lisez ce livre, c'est passionnant. Lâcher prise, comment se reconnecter à soi-même. Je vous disais, Benoît et Monique, que ce livre avait beaucoup circulé à Beurre FM, aux éditions Robert Laffont. Merci d'avoir pris le temps de partager votre temps avec nous et avec les auditeurs de Beurre FM. Ah, c'était un grand plaisir. Merci Philippe. Merci beaucoup. Midi 13h, à votre santé. À votre santé. Philippe Robichon sur Beurre FM.